Vous écoutez France Culture, Théâtre et compagnie. Ce soir, un hommage à Serge Merlin, mort le 16 février 2019. Serge Merlin a aimé profondément l'œuvre de Thomas Bernhard. Il s'y retrouvait comme chez un frère. Mais l'œuvre littéraire et théâtrale qui a littéralement traversé sa vie fut Le Dépeupleur de Samuel Beckett. C'est au Festival d'Avignon Off en 1975 qu'il a créé cette œuvre. Il l'a reprise ensuite à Paris à la demande de Jean-Louis Barrault. Il l'a retrouvée à la fin de sa vie dans la mise en scène d'Alain Françon après avoir joué sous la direction du metteur en scène La Dernière Bande et Fin de partie. Voici ce soir un extrait du Dépeupleur dans une version radiophonique réalisée par Jacques Taroni. Cet extrait sera suivi d'une conversation sur le théâtre enregistrée avec l'acteur en 2007. Ces jours où des corps vont cherchant chacun son dépeuple. Assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie. Lumière en sa faiblesse, son jaune, son omniprésence, comme si les 80 000 centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite, il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tout se fige alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Température. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Ils coïncident avec ceux où la lumière se calme. Tout se fige alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend.
Seuls les murs sont en caoutchouc, durs ou similaires. Heurtés avec violence du pied, du poing ou de la tête, ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits, dignes du nom, proviennent du maniement des échelles et du choc des corps entre eux, ou d'un seul avec soi-même, comme lorsque soudain, à toute volée, il se frappe la poitrine. Ainsi subsiste chair et os. Échelles, ce sont les seuls objets. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente toujours, ou presque. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Niches ou alvéoles. Ce sont des cavités creusées à même le mur, à partir d'une ceinture imaginaire, courant à mi-hauteur. Elle n'en intéresse donc que la moitié supérieure. Une bouche plus ou moins large donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que, par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer, et tant bien que mal, s'y étendre. Elles sont disposées en quinconce, irréguliers, savamment désaxés, ayant 7 mètres de côté en moyenne. Harmonie. Que seul peut goûter qui par longue fréquentation connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Or, il est douteux qu'un tel existe, car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Puis certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont pas d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si à un moment donné le découragement s'était fait sentir. À noter à l'appui de cette vue de l'esprit l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et doit, au bout d'un long effort, rebrousser chemin comme il peut en rampant à reculons.
Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque dans un tunnel normal, par les bouts opposés, deux corps s'engagent en même temps. Niches et tunnels sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. Serge Merlin, nous venons d'entendre un extrait de la création radiophonique du Dépeupleur de Samuel Beckett, réalisé par Jacques Taroni pour la radio en 2007. C'est une œuvre qui vous habite depuis quasiment 25 ans. Oui. Mais là, ce que je viens d'entendre, c'est vraiment une dramaturgie que je ne connaissais pas. La dramaturgie est une autre œuvre que ce que j'avais médité. Elle est dans la complète ligne de ce que je souhaitais pouvoir atteindre. Je suis tout à fait impressionné par le travail et la création de Jacques Taroni. Et je souhaiterais, je crois, que ce soit comme le dernier Dépeupleur, celui qui serait parti comme ça dans les ondes, sur les ondes, dans les étoiles, dans l'au-delà, et comme avec Gagarine ferait le tour de la Terre avec son bip-bip, et que le Dépeupleur soit un message à l'infini, qui fasse le tour de la Terre et qu'on puisse brancher parfois pour rappeler cette parole aux hommes, qu'il y a encore une issue, qu'il y a toujours une issue, que l'homme peut crier ou rire, que tout est comme ça, suspendu au souhait, à la beauté, à cet arcane de l'attention. Est-ce que vous vous souvenez bien sûr de votre premier Dépeupleur et des raisons peut-être pour lesquelles vous avez choisi ce texte-là? Oui. Je ne parlais plus depuis un moment. Enfin, je veux dire, j'étais hors du théâtre. Enfin, il y avait un cercle de feu autour de moi qui m'empêchait de rentrer sur une scène et de parler. On m'a des intercesseurs, donc des êtres peut-être de passage, m'ont remis ce texte et comme souvent des choses comme ça, accidentelles, improbables, fugaces, qui vous donnent le relais. Et j'ai entendu dans ce texte la possibilité de franchir cette porte carcérale qui me retenait hors du théâtre. Et je l'ai brisée. Voilà, j'ai pu comme ça, un peu comme maintenant Jean-Pierre Thibaudat m'a fait par son écriture, par sa passion, parce qu'il respire lui-même le théâtre, a pu me
me faire accéder à ce royaume qui est le royaume du théâtre et puis a pu me convier, comme qui dirait, à ce partage, comme si j'étais ou un invité qui n'avait jamais quitté la table et qui pouvait partager. Peut-être je ne le savais plus, j'en avais plus les vertus, la confiance, la main tendue. Enfin, il m'a fait entrer, il m'a fait exister, et je ne savais plus que ça existait, et ça a été tout simple, voilà. Ça a été tout simple. Par un intercesseur, la chose advient, et les choses sont ouvertes, mais il faut parfois qu'il y ait juste une main et un sourire, la présence. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot intercesseur. Oui. Et je pense que c'est un mot essentiel, capital pour vous. Et je crois savoir que Jean-Pierre Thibaudat n'a pas été le seul intercesseur dans votre parcours, et qu'il y a des êtres comme ça qui ont été, comme certainement peut-être tout ce qui est un parcours d'acteurs, un parcours d'hommes dans le théâtre, mais des êtres qui ont été à des points essentiels de votre vie. C'est vrai, oui. Il y a eu comme ça, Blandine, des bornes, des mains, des regards importants. Il y a eu cet accident qui s'est passé avec René Gonzalez, qui a été là à un moment où véritablement j'avais en main une grande chose, enfin 5 heures de théâtre, 4h30 de théâtre, c'était immense. Nous l'avions fait à Strasbourg, c'était le Roi Lear qu'avait monté Matthias Langhoff, et avec un très grand courage en tant que directeur, René Gonzalez l'a repris à Bobigny. Et ça, à partir de cet instant, d'ailleurs, René Gonzalez, c'est lui qui a fait venir Matthias Langhoff, je m'en souviens, au théâtre Saint-Denis avec Karge, et c'est lui qui a introduit même, avec Karge et Langhoff, Heiner Müller. Et c'était, je crois, la bataille. Je ne l'ai pas vu entièrement, j'en ai vu peut-être 20 minutes, c'était en allemand, etc. Puis c'était très sauvage, enfin bon. Et puis d'ailleurs, au théâtre, me suffit d'ailleurs un court instant pour que j'ai ma charge. Enfin, j'ai la force matin comme ça, avec brutalité, dans le théâtre. Et René a toujours été là, partout, que ce soit à Bobigny, puis ensuite quand il a ouvert ce lieu formidable à Vidy, Lausanne, qui est un lieu de création, dont toutes les créations viennent à l'Odéon ou ailleurs à Paris. J'ai toujours été avec lui dans... Je ne veux pas l'accabler de ma présence, mais je dois dire que il a toujours été à l'instant où j'étais avec un rôle énorme, n'est-ce pas, mais retombant de ce rôle dans un désert extrême, toujours comme je n'ai jamais été dans une compagnie, comme je n'ai jamais été nulle part, comme je n'ai jamais fait partie de cette profession, à chaque rôle les plus astreignants, les plus considérable d'usure nerveuse, de sauvagerie sur le physique, sur l'épuisement nerveux, sur la joie aussi à créer des œuvres aussi vivaces et torrides. Il a toujours été là au moment où, après ces rôles-là, pratiquement je sombrais, j'étais dans un désert. Et un désert, pas seulement sur le sable, j'étais aussi sur la paille. Et alors, il m'a toujours à ce moment-là, n'est-ce pas, accompagné
comme Jean-Pierre pris par les cheveux et sorti hors du sable et de l'eau et vers une autre vie, un autre rôle, car j'ai vraiment besoin de ça pour croire que j'existe. J'ai besoin du théâtre comme de l'eau, j'ai besoin du théâtre comme du sourire de Michel, comme de ma femme. J'ai besoin de cet être d'amour et de cette présence des personnages qui me donnent une existence que je n'aurai jamais et que je n'ai jamais eue que grâce à eux. Et là, il y a une autre personne, c'est une femme, je crois, qui vous a aussi attrapé par les cheveux, comme vous dites. Une autre femme. Ah, ma grande, oui. Ah oui, c'est Kokosowski, Michel Kokosowski. Oui, ça c'est la grande dame. Enfin, on dit qu'elle a de grands voiles noirs, que c'est une fée noire. Moi, je la vois comme un petit cœur timide et très délicat. Je la vois comme une petite Marguerite. Je la vois comme quelqu'un comme ça qui a un grand secret, un tabernacle avec une autre fleur qui s'appelait le bouton d'or. Et je l'ai connue chez Grotowski. Je croisais là-bas et nous sommes allés à Berlin ensemble pour faire le Faust de Marlowe qu'avait écrit Philippe de Rothschild. Et elle avait ses entrées à Berlin, nous habitions l'Académie der Kunst et tout ça, nous faisions de sauvages fêtes. et elle avait ses entrées à l'opéra et je suis allé un matin voir le directeur et puis tout a explosé. Mais explosé d'une manière magnifique. Et à partir du moment où elle a agi dans le théâtre, où elle est devenue, où elle a donné tout à tous, où elle a fait cette académie expérimentale du théâtre, là, comme je ne fais de partie de rien, que je n'ai aucun parti, que je ne veux pas faire partie, que je tiens à ma sauvagerie, à cet isolement, que je ne peux pas être autrement, que je ne peux pas être touché autrement qu'en amour par un personnage, je ne suis jamais évidemment allé là. Et c'est maintenant que je la revois. Et nous nous retrouvons, comme nous nous sommes vus le premier jour, je la trouve encore plus... je la trouve complètement petite fille. Il faut dire c'est une belle femme, mais je la trouve comme ça très très secrète et très riche. Voilà, c'est quelqu'un et qui a toujours vraiment qui sait ce que c'est, quoi, qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît et qui est un être comme Thibaudat et Gonzalez. C'est quelqu'un que Thomas Bernard appellerait différent. C'est-à-dire, elle est comme ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui pense ailleurs. Et donc cette radio que vous avez connue aussi, oui. Il y a pas mal d'années finalement. Oui, pas mal d'années. Et ça a été mon havre. Ça a été mon havre. Parce que quand j'ai fait cette traversée hors du théâtre et tout, je me suis enfermé à la radio et seule la radio m'a permis d'être le coléoptère que je suis. Parce que là, j'étais complètement dans un isolement. On me prenait parfois pour faire des radios avec d'autres gens en m'isolant dans un studio et on mélangeait les bandes après avec les autres voix. C'est vous dire à quel point c'est un endroit complètement de création sauvage
Hein, c'est inouï, ça, de faire une chose comme ça. Que quelqu'un puisse voir personne et qu'on lui donne l'occasion de rencontrer tout le monde. C'est tout de même fou. C'est tout de même extraordinaire. Non, le fait est que à cette époque-là, c'était très dur. Je souffrais de tout et ne supportais rien. Et avec la radio, j'ai pu vraiment accomplir un parcours. J'ai enregistré vraiment de grands auteurs, toute l'œuvre entière, tout ça, des arcanes complets de poètes, j'ai ramé au travers de la pensée et de la langue avec un bonheur, enfin, qu'il faut beaucoup plus coder au théâtre, tandis que là, d'une façon, et surtout dans ces époques peut-être ai-je fait des choses complètement imbéciles, et je le crois d'ailleurs, mais c'est ainsi, je les ai faites et elles se sont accomplies. Je veux dire que ça a été une période, enfin, qui a été une espèce une touffe de savane et de jungle comme ça, que j'ai libéré à la radio et qui m'ont malgré tout aidé à continuer à ne pas mourir d'asthme sans parole. Voilà, l'asthme, c'est ça, c'est de ne plus avoir de parole ou de présence, enfin je veux dire, de présence à la chose, au don, à l'autre qui est encore derrière lui, qui est nous tous ensemble, là où nous vivons aussi dans l'idéal ailleurs, c'est-à-dire là où nous sommes. Et nous nous entendons par cet autre endroit qui nous lie. C'est comme ça que nous sommes directs. Merci Serge Merlin. Vous écoutez France Culture, c'était Théâtre et compagnie, une soirée entièrement consacrée à l'acteur Serge Merlin, mort en février 2019. La conversation avec Serge Merlin ainsi que l'extrait du Dépeupleur de Samuel Beckett ont été enregistrés en 2007 et en première partie, vous avez pu entendre la pièce de Thomas Bernhard, Simplement compliqué. Toute la soirée est à retrouver sur l'application Radio France et franceculture.fr. Dans quelques instants, ce sera l'expérience.